Marion Essette, je suis urbaniste, je m'occupe du suivi des documents d'urbanisme au sein du parc. Donc Parc naturel régional du Luberon. Éric Garnier qui est en charge des sports de nature et des espaces et sites itinéraires. On va vous présenter rapidement notre outil porté à connaissance au service des communes dans le cadre de l'élaboration d'un document d'urbanisme. Donc rapidement, le contexte du territoire. Le parc naturel régional, c'est 77 communes à cheval sur les Alpes de Haute-Provence et le Vaucluse, donc en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 185 000 hectares et 174 000 habitants. C'est un territoire qui est aussi réserve de biosphère, labellisé Charte européenne du tourisme durable et géoparc. Le parc, c'est donc un territoire qui est géré par un syndicat mixte qui comprend donc les communes, les départements, la région et qui a pour support donc la charte du territoire qui a été validée pour la dernière en 2009 et qui est valable pour 12 ans, donc jusqu'en 2021. Donc, le parc du Luberon, c'est un espace de pleine nature, mais aussi des paysages emblématiques comme les ocres, comme le massif du Luberon ou les villages perchés. Ce sont aussi 9 sites Natura 2000, des arrêtés de protection de biotopes, des sites classés, des espaces naturels sensibles, une réserve naturelle géologique. En termes d'équipement ou de SI, en fait, pour faire très très court, on est très terrestre et très peu aquatique. C'est pas une surprise. On est reconnu un petit peu essentiellement, entre autres pour la destination vélo. J'ai pour mémoire 10-15 millions d'euros de retombées économiques, 150 pros labellisés et aussi l'équivalent de 250 emplois qui sont générés par l'activité tourisme à vélo, retombées directes et indirectes uniquement. Voilà, donc sinon on va retrouver les entrées fortes et classiques des pays du Sud-Est. Alors du coup ça fait un territoire, la petite carte là c'est simplement un extrait comme ça, une capture d'écran de ce que ça peut représenter quand on mélange les espaces protégés et les ESI. Ça fait un sacré bordel comme on dit, et du coup c'est un territoire qui est vraiment à forte identité naturelle et culturelle. Bon ça, c'est pas pour rien qu'on est labellisé Parc naturel régional du Luberon. On a une spécificité quand même, et on tenait à le souligner parce que ça explique aussi notre démarche. C'est qu'on est un parc sous influence urbaine, dans le sens où vous avez Avignon, Aix, Marseille, très très proches. Donc en gros, on est un peu le jardin aussi, on n'est pas que, mais on est aussi le jardin public de ces grosses villes. Et d'un point de vue GDESI, on en a deux. On est à cheval sur 2 départements. On va dire un tiers sur le 04, donc les Alpes de Provence, et 2 tiers sur le département de Vaucluse, 84. Et ces 2 GDESI existantes, mais il n'y a pas de plan encore. Voilà, donc ma collègue Marion a évoqué la charte, et c'est important de le souligner parce que c'est pour nous un levier, justement, pour essayer de pérenniser au mieux les ESI, de trouver des méthodes de pérennisation un petit peu plus poussées que ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc déjà dans notre charte actuelle, on a un objectif qui est précisé, qui est le C22. Nous aussi on a des numéros, il n'y a pas que vous. Et voilà, donc on va retrouver des grands axes classiques, mais c'est important de souligner que culturellement, les parcs sont bien un levier aussi de développement maîtrisé des sports de nature, et c'est affirmé maintenant dans toutes les chartes de parcs. Donc un autre objectif qui concerne les documents d'urbanisme, veiller à la compatibilité des documents d'urbanisme avec les mesures et les orientations de la charte. Comme on l'a dit ce matin et à plusieurs reprises, le parc est personne publique associée donc à l'élaboration des documents d'urbanisme. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte, alors avec le SCOT intégrateur aujourd'hui, mais en ce qui nous concerne, sur les 77 communes, on a environ 70 communes qui sont dotées de POS ou de PLU, et on a 5 SCOT sur le territoire, mais on a quand même une partie du territoire qui n'est pas concernée par un SCOT, donc d'où notre vigilance sur
donc la compatibilité avec la charte. Donc à ce titre-là, en 2009, lors du renouvellement de la charte, nous avons élaboré un guide, donc le guide technique pour intégrer les objectifs de la charte à destination des communes, des bureaux d'études. Donc c'était finalement simplifier un petit peu et passer en revue tous les objectifs qui pouvaient être intégrés et traduits dans un document d'urbanisme. Et naturellement, l'espoir de nature, il trouve sa place. Donc le plan de la charte ici, c'est en fait le support cartographique de notre charte. Il précise les vocations principales du territoire. Et vous avez, je sais pas, ça paraît pas très bien les couleurs, mais en fait vous avez la vaste zone de pleine nature qui est donc notre zone de nature et de silence qui est ici en vert. Vert clair. Voilà. Parce qu'il n'y a que du vert, c'est le vert clair. Nous avons donc, en ce qui concerne les espaces naturels, différentes distinctions qui sont aussi le support de travaux donc, qui sont venus après coup, après l'élaboration de la charte, qui donc ont permis d'élaborer, de créer les SNIEF et qui sont aussi le support des sites Natura 2000. Et donc ces secteurs-là doivent être caractérisés en fait dans les documents d'urbanisme, dans les PLU notamment. Donc c'est vraiment notre support de travail. Oui, juste sur la carte, vous verrez, vous comprenez bien que en fait la zone nature et silence, je vais revenir à la fin de notre intervention, et ça correspond au massif en fait, à tout ce qui n'est pas vraiment urbanisé ou agricole ou périurbain. Donc c'est vraiment les grandes entités naturelles. Voilà. Et du coup la corrélation avec l'espace de pratique des sports de nature. Donc là, clairement, la problématique qui est sur un territoire de parc, elle est pas spécifique chez nous. C'est toujours la même. Hein. C'est comment, plus on va protéger l'espace, plus on va générer la notoriété de cet espace. Et du coup, en tant que gestionnaire espace naturel, on est confronté à trouver des compromis, à travailler ensemble. Je rappelle simplement que 25 millions, c'est ça, c'est 25 millions de pratiquants de sport de nature. Il y en a la moitié sur les espaces protégés. Ça veut dire que chez nous, tout est protégé quasiment, donc ils sont là. Et je dirais aussi qu'il n'y a jamais eu autant de monde qui fréquente les espaces naturels qu'aussi peu de gens qui s'en occupent. Et je crois que la tendance ne va pas s'inverser. Donc, malgré la loi relative au parc, on l'a vu au Code de l'environnement, au Code du sport, les ESI, on me dit que c'est un équipement sportif. Clairement, chez nous, le parc reste quand même un pouvoir de police limité. Une représentation CNXDSI qui est réelle, qui est active quand celle-ci est activée, mais qui est limitée, qui a des formes différentes. Hein, on a 2 départements, on voit bien qu'on n'est pas impliqué de la même manière. Et pourtant, ça découle de la même loi et du même décret. Les servitudes, les portées réglementaires dans les documents d'urbanisme, ça reste une légende un peu pour nous, encore à l'heure actuelle. Et il y a peu de résonance, malgré l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, il y a encore peu de résonance des bureaux de l'approche ou de la problématique ou des enjeux de sport nature au sein des PLU et des SCOT, portés par les bureaux d'études. On le voit, hein, on est confronté régulièrement à remettre les mains dans le cambouis pour que cette résonance prenne toute sa place. Alors juste 5, mais alors très très court, parce que derrière ces 5 exemples, il y a toute une histoire. Je ne vais pas la faire l'histoire, mais ça, c'est juste pour illustrer, mais tous ceux qui sont dans les sports de nature, ils en ont d'autres d'exemples et peut-être des plus révélateurs, mais moi j'ai souvenir du premier, c'était une expérience personnelle. Avant d'être au parc, je travaillais dans une collectivité, je passe devant un bureau ouvert et j'entends CS 140. Hein, c'est le réflexe du chiffre. Qu'est-ce que c'est à moi ça, ce chiffre, il est à moi. C'est quoi? C'est une parcelle classée N, naturelle, aucune valeur, vendue. Et en fait, on rate la capacité d'acquisition foncière par la commune, alors que c'est le site école majeure fréquenté par les écoles primaires. Donc, malgré tout, le hasard faisant les choses, on a pu bloquer la vente aux enchères, récupérer une partie, j'ai plus de
On a pu récupérer une partie du site, mais on a perdu la moitié, le cœur. Donc on se retrouve avec une espèce de dentelle de site d'escalade. Et pourtant, il y a eu du financement public, pourtant il y a des écoles dessus, il y a des projets pédagogiques, etc. Bon, voilà. Fontjouval, pareil. Ce matin, j'ai entendu, quelqu'un m'a dit, s'il y a un équipement, je crois que c'est monsieur, mon collègue du Niçois, s'il y a un équipement public, on peut faire valoir la pérennité du site. Sur le cas de Fontjouval, niet. Convention, dénoncée. Il y a eu équipement, rééquipement, utilisation publique, tout est perdu. Voilà, le site d'escalade de Bioux, pour les grimpeurs connaissent. Les grimpeurs qui ne connaissent pas, ce pas les grimpeurs en fait, hein, pour être clair. Voilà. C'est la Mecque. Ben, la Mecque, il n'y a pas de convention. Enfin, il y en a une, mais elle n'est pas signée. Alors voilà, ça revient au même. Il n'y a pas de garantie de pérennité. Et bon, c'était juste pour soulever, pareil, sur la réserve foncière de la Véloroute. Malgré le travail du parc, en 1994, on s'est proposé être l'acquéreur unique du morcellement des parcelles, du délaissé de parcelles de la voie ferrée. Malgré cet effort collectif, cette mutualisation, de représenter les communes pour faire de l'acquisition foncière, malgré tout, il y a un morcellement. Le dernier, c'était oui. Donc tout ça, c'était pour illustrer en fait les dysfonctionnements qu'on peut supposer, mais il y en a tant d'autres. Et je voulais aussi souligner quid des équipements qui ne sont pas dans l'EPDESI, parce qu'il y en a qui ne le seront jamais. Ils sont un peu, comment dire, peut-être de notoriété locale, très locale, intimiste, et qui n'ont peu d'importance ni pour l'EPDESI, ni pour l'ADT, pour les agences départementales de tourisme, ni pour les fédérations délégataires quelque part. Mais il y a quand même des usagers, et les gestionnaires d'espaces naturels, ça peut être un site à enjeu fort. Vous savez très bien que le nombre ne correspond pas à l'enjeu ou à l'impact supposé ou avéré. Donc, en tant que gestionnaire d'espaces naturels, les ESI qui ne sont pas identifiés comme tels nous intéressent. Donc, on revient à la première catégorie, hein, dans le reste. Donc, les sites naturels potentiels, ça nous intéresse en tant que gestionnaire d'espaces naturels. Et là, c'est pareil, pas de statut, il n'y a pas de garantie, pas de visibilité. Donc, pour remédier un petit peu à tout ça, au manque de résonance dont parlait Eric tout à l'heure par rapport au bureau d'études, dans l'élaboration des documents d'urbanisme, en fait, on s'est remis en question et on s'est dit que le parc pouvait être force de proposition, et dans le sens où on pouvait apporter un certain nombre de connaissances donc pour les communes, pour transmettre le message des préconisations, la mise en œuvre de la charte, sur la base de toutes les thématiques qui peuvent être abordées au sein de cette charte, et en utilisant toutes nos bases de données cartographiques, donc à travers notre système d'information territoriale, donc qui est un système qui a été développé à l'échelle Interparc PACA, et qui en fait est un SIG sur Internet, et qui rassemble tout un tas de données, qui soient des espaces naturels, au petit patrimoine bâti, aux zones humides, aux ESI, pardon, aux ESI. Et donc en fait, voilà, on s'est dit que c'était le meilleur moyen de transmettre ces informations. Alors, donc, il est en libre accès, mais pour autant, les bureaux d'études n'ont pas forcément le déclic et l'habitude et le réflexe, de l'utiliser. Du coup, on s'est dit, bien, on va donc, avec ce porté à connaissance, leur transmettre aussi les cartographies. Pour l'exemple ici, sur les activités de pleine nature, pour les équipements de randonnée, pour la véloroute, pour les itinéraires équestres, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de transmettre un message le plus global possible, pour que finalement ça passe au tamis, et que dans le PLU, on trouve les éléments qui permettent, notamment en termes de SI, de trouver les zonages et la réglementation qui soient appropriés pour leur maintien et leur bon usage. Je revenais sur la zone nature et silence. En fait, l'objectif de nos travaux, c'est de faire le pendant de ce qui est arrivé sur la zone nature et silence, qui était
donc spécifique à la charte du parc, c'était 77. Depuis, ça n'a pas bougé, c'est-à-dire que les prescriptions qui sont associées à cette zone nature et silence n'ont pas bougé. C'est-à-dire que ça fait en 2 vagues. La première, ça a été, on a identifié, enfin quand je dis on, j'y étais pas, hein, mais la zone nature et silence, les grands massifs, ont été fléchés. Il y a eu une prise de conscience collective des communes dans ce projet de charte de dire ces espaces, on veut quelque part les figer, garantir une urbanisation freinée. Bon, je parlais de pression, voilà, même d'aucune. C'est-à-dire en gros ce qui existe déjà, ok, mais pas plus. Et ça s'est affirmé concrètement par une déclinaison à l'échelle locale. Donc vous avez pareil une approche globalisante et territoriale à l'échelle du parc, et ça s'est décliné à l'échelle locale à travers les PLU. Et du coup, aujourd'hui, depuis deux renouvellements, de 3, mais non, c'est 3, ouais, la zone nature et silence est devenue inconstructible. Voilà. Et du coup, on voudrait utiliser la même démarche pour les ESI et donner la capacité donc à une traçabilité dans le PLU avec l'aide de la charte. Alors c'est sûr que notre outil il est spécifique à un territoire de parc, puisque la charte de parc c'est sur un parc, quoi. Ben, voilà. Mais on voulait quand même montrer, enfin on pense être complémentaire à la démarche et à la compétence des départements. Et donc en gros en compilant le RES, le PDPR, le diagnostic des départementaux, etc., en travaillant ensemble, on pense que le porter à connaissance va nous amener non seulement une identification de l'ensemble des ESI, y compris ceux qu'on potentiellement on n'a pas encore identifiés ou qui ne sont pas vraiment catégorisés comme tels, mais qui sont des supports de pratique libres et accessibles à tous, et aussi une reconnaissance. Une reconnaissance, j'entends par là une reconnaissance politique de la chose, parce que malgré tout, je suis heureux de voir, c'est vrai, ça m'a fait plaisir de voir des maires investis à ce niveau-là. La réalité du territoire, c'est que malgré tout, c'est pas le cas partout, vous le savez, on le vit tous les jours, nous, et je dirais même que la tendance, malgré tout, me semble pas bonne. Voilà. Il y a une prise de conscience peut-être, j'allais dire, de statut, mais dans les faits, ça ne se traduit pas. Voilà, il y a encore chez nous un décalage entre la destination, la valeur, le capital naturel de notre territoire et la mise en place et la mobilisation des fonds publics, de la pérennité, etc., de l'investissement. Je trouve qu'il y a encore un gros décalage. Voilà. Et donc, on espère, c'est juste un maillage, hein, il n'y a pas plus d'ambition que ça. C'est juste donner les moyens à la commune de prendre conscience de ça, à l'échelle communale, et de faire en sorte que, on parlait de déclinisation territoriale, donc de partir du sommet, de descendre. Nous, c'est plutôt l'inverse, en fait, on part du local pour essayer d'avoir une logique un peu plus grande. Voilà. Donc, je crois que j'ai résumé à peu près les 4 points. C'est tout, hein, je crois que c'est... Voilà, on a fini. On a fait court, ouais. On a essayé. Merci. Ça, c'est le cadeau final pour ceux qui veulent aller dans le Luberon, mais aussi dans les autres parcs, les 5 parcs. À la fin du mois, on inaugure un parc. Je fais un peu de pub, là. C'est ma chargée de com qui m'a obligé. Voilà. Chemindesparcs.fr. Vous pouvez y aller, c'est tout nouveau, tout neuf. Ça brille, mais voilà, vous ne serez pas déçus. Bonnes vacances. Merci Eric et Marion. C'est effectivement, dans la préparation, c'était intéressant d'avoir le regard d'un parc avec ses chartes. On l'a vu qui peuvent être des outils vraiment intéressants. Je prends vos questions par rapport à ça, s'il y en a dans la salle. Frédéric Bompard, je suis adjointe de direction au CAE de la Drôme. Je crois savoir que le département du Vaucluse a un porté à connaissance assez conséquent. Comment les choses s'articulent? Ils ont un volet sur les sports nature, vous êtes complémentaires, ils renvoient l'un sur l'autre, comment ça se passe? Je crois qu'ils reconnaissent eux-mêmes que sur le volet sport nature, il n'y a pas grand-chose. D'accord, il n'y a rien. Okay. Ouais, j'ai dit pas grand-chose. Dommage. Mais voilà, c'est pas... On n'est pas en concurrence non plus. De toute façon, je recherchais plutôt un bel exemple de complémentarité et d'articulation entre PPA, mais effectivement, c'est raté. On met à disposition les données cartographiques et puis ça reste en complément de leurs compétences. Ouais, d'autres questions là-bas, ça arrive. Bonjour, Jérôme
Crier, département de Vaucluse, donc je travaille à la direction des sports. C'est pour répondre en complément de ce que disait Eric. En fait, dans le portail connaissance, actuellement, on indique le réseau de randonnée, le PDIPR, le réseau touristique, et on va apporter, donc on est vraiment sur de l'apport de connaissances simple, sur effectivement des sites des fois emblématiques, donc s'il y a de l'escalade, des choses comme ça, en fait, vraiment sur des points très spécifiques. Après, ça reste du portail connaissance et on s'aperçoit que c'est rarement repris par la suite, quoi. C'est souvent zappé, quoi. Voilà. Mais ça existe, effectivement, il y a un volet sport nature, mais qui est réduit au minimum, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, une derrière d'abord et après. Bonjour, Fabrice Figuière, je travaille pour un autre parc naturel régional en face, là, dans les monts d'Ardèche. Moi, je suis sur la mission sport nature, itinérance, comme Eric, et je suis souvent confronté, en fait, dans le cadre de développement de projets d'itinérance, à des questions liées vraiment à la connaissance du foncier à l'échelle communale. Alors, c'est peut-être pas directement lié à votre intervention, mais je remarque quelque chose, enfin, j'en apprends un petit peu tous les jours aussi, mais notamment récemment, dans le cadre d'un projet, j'ai rencontré une commune qui m'a dit que ils avaient eu un conflit avec un propriétaire par rapport à un chemin rural, et l'avocat du propriétaire lui a demandé, enfin du propriétaire d'une parcelle riveraine du chemin rural, a demandé à la commune de prouver qu'elle était propriétaire du chemin rural. Le chemin rural étant, à notre connaissance quand même, le plus petit dénominateur commun pour réaliser de belles itinérances, la commune s'est retrouvée dans l'incapacité de le faire, en fait. Et je me demande si c'est un cas assez rare ou si ça se répand et comment faire face à ça. Vraiment... Les juristes pourront te répondre mieux que moi, mais en fait, je crois savoir qu'en France, il n'y a pas d'obligation pour la commune de prouver que c'est propriété privée. D'accord ? C'est au propriétaire de prouver qu'effectivement il est propriétaire. Le reste, en fait, ce qui n'est pas communal et ce qui n'est pas privé appartient au domaine privé de la commune. C'est une façon de le dire autrement. Donc, moi j'ai eu un cas d'école pareil avec un propriétaire qui a porté plainte donc, contre le parc, contre la Fédération française de randonnée pédestre, si vous voulez, service juridique, voilà, merci, et la commune. Et donc ça s'est fini au Conseil d'État, je crois même, je ne sais plus où, sur cette question. Voilà, c'est la question qui a été posée au Conseil institutionnel, même je crois. Est-ce que le propriétaire est dans l'obligation de prouver qu'il est bien propriétaire? Je n'ai pas le retour, je ne sais pas si on en aura un jour. Donc voilà, ça a généré, je ne sais plus combien de frais pour pas grand-chose. Mais voilà, c'est toujours pas réglé, c'est toujours en traitement, mais ça fait 8 ans de procédure. Je trouve que ce serait intéressant d'avoir une base de données, enfin, ou des références justement des cas de jurisprudence qui nous permettent enfin voilà, une base de données un petit peu nationale. Ça doit exister dans plusieurs institutions, mais peut-être même au sein du CREPS, mais pour trouver des réponses à des questionnements que les maires ont, et voilà. Très rapidement là-dessus. Bon, c'est un travail que font effectivement les juristes, mais sur la partie pôle ressources depuis quelque temps, sur la partie juridique, on essaie d'avoir une veille en tout cas sur les jurisprudences qui sont mises en place, mais également aussi sur et vous l'avez si vous êtes inscrit au bulletin de veille juridique du pôle ressources, si vous ne l'êtes pas, je fais ma com moi aussi Eric, je vous invite à vous inscrire sur ce bulletin de veille, les questions parlementaires et les réponses du gouvernement qui apporte aussi un certain nombre d'éclairages sur des questions où on retrouve souvent, notamment au Sénat, ce type de questions sur les chemins ruraux, les chemins d'exploitation. Voilà, peut-être une dernière question et après on passera à la dernière intervention. Oui, Alain Delis, inspecteur de la direction régionale Grand Est à Strasbourg. Je reviens juste sur la remarque tout à l'heure que l'intervenant a faite sur les questions de reconnaissance des sports de nature et du manque de résonance dans les dossiers, dans les documents juridiques, ce qui est un petit peu l'essence même de la journée d'aujourd'hui. Effectivement, entre l'arsenal juridique que nous a présenté la collègue ce matin sur la partie environnementale
Et les quelques pages du Code du sport qui concernent les sports de nature, juridiquement, on est extrêmement faible en termes d'intervention par rapport au Code du logement, au Code de l'urbanisme et autres. C'est une tradition d'ailleurs bien franco-française qu'on ne retrouve pas dans les pays voisins comme l'Allemagne par exemple. Et je me disais que pour revenir à un niveau macro, le recensement des équipements sportifs dont on a parlé des limites ce matin dans les sports, pour la question des sports de nature, effectivement il manque un peu de croisement avec d'autres données que détient l'INSEE. Alors, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est un institut national qui est en possession d'énormément de données et que nous, en région Grand Est, nous avons interrogé pour savoir, sur une région aussi nouvelle et grande que le Grand Est, avec pratiquement 6 millions d'habitants, on essaie de savoir où étaient les points où il manquait de sites de sport de nature. Donc ça va pratiquement de la région parisienne jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Et on a fait un recoupement par bassin de vie. Alors le bassin de vie, c'est à peu près l'échelle d'un territoire qui est intéressante parce que c'est celle qui recouvre une donnée de collectif assez cohérente. Et en croisant à la fois la densité des équipements sportifs de nature, en croisant le nombre de licenciés des fédérations de sport de nature, et en croisant également la distance qui sépare les habitations des citoyens avec les sites, on s'est aperçu qu'il y avait des zones de carence. Alors, zone de carence, c'est un terme un peu générique qu'a inventé le ministère pour savoir où c'est qu'il allait faire porter ses aides du CNDS. Mais j'ai pensé que pour vous, pour les gens qui s'occupent de sport de nature en France, c'était intéressant d'avoir un outil qui permette de dire, ben voilà, sur cette région, où il y a à peu près une cinquantaine d'endroits où aucun usager ne peut accéder ni à des sports terrestres, ni aériens, ni d'eau dans le domaine des sports de nature. Alors c'est quelque chose qu'on a expérimenté en Alsace jusqu'à maintenant. On a détecté 8 zones de carence où il n'y avait strictement rien du tout pour personne. Et puis dans la région ACAL, on va faire le même travail. Donc on se propose auprès du pôle de sport de nature de vous faire part de nos résultats, mais situés par bassin de vie. Donc ça veut dire que c'est des zones d'environ 5 à 10 000 habitants au maximum. Voilà. Pour prolonger ce que monsieur vient de dire, j'ai oublié, je l'avais mentionné je crois dans le programme, mais ça m'a échappé. Un autre levier qui me semble intéressant de retracer, et pourquoi pas même au même titre qu'un ESI, c'est les événements. Et je trouve que c'est un très bon levier aussi, un très bon indicateur. Et pour y être confronté, je sais qu'un ESI, bon, c'est une petite résonance, c'est un peu comme la moto et les conflits d'usage. Hein, voilà. Un événement peut en avoir beaucoup plus gros. Donc, s'occuper des ESI sans s'occuper des événements dans un secteur, ça n'a pas de sens, quoi. Et du coup, on pourrait aussi imaginer de faire le même travail pour les ESI, faire la même chose pour les événementiels qui sont récurrents, avec qui on peut avoir un suivi, un partenariat à long terme, et du coup ça pourrait s'instaurer aussi dans le temps. Alors il n'y a pas comment dire de pérennisation définitive de l'événementiel, mais on sait le porter à connaissance, pareil, à l'échelle communale, avec une logique de charge à l'échelle d'un bassin de vie, voire d'un territoire plus grand, protégé, semble essentiel aussi sur les événementiels sport de nature. Ok, merci. Juste pour faire le lien avec ta présentation, Alain, si ce n'est pas déjà le cas, de te mettre en relation avec Jean Delabrusse du Bureau des équipements, parce qu'il y a une étude sur la disparité au niveau national de l'offre en équipement sportif, et à mon avis, il y a des points à créer. Voilà, merci Marion et Eric pour cette présentation.